Notre deuxième sujet, c'est le Mali. On va parler de ces 3 jours de concertation nationale sur la transition ouverte jeudi 10 septembre. Les concertations nationales sur la gestion de la transition au Mali devront apporter des clarifications sur la direction du pays. Selon le directoire du comité scientifique au niveau du plan national, les avis sont partagés quant au profil de celui qui devrait diriger cette transition. Au regard des enjeux qui entourent la crise politique au Mali, plusieurs acteurs défendent l'idée de la CEDEAO et d'autres soutiennent les militaires pour diriger la transition. D'ores et déjà, c'est devenu une course contre la montre pour les leaders du Comité national pour le salut du peuple. Sylvestre Bélier, est-ce que vous n'avez pas d'abord l'impression que depuis le coup d'État du 18 dernier, ces militaires ne semblent pas avoir de véritable plan de conduite? On est dans les concertations, on rencontre tel personnage, tel autre personnage. Rien de concret, presque un mois après le coup d'État. Non, vous savez, un militaire demeure un militaire. Et en faisant cette observation, tu le fais sous le profil ou avec des yeux de civil. Vous savez, le militaire, une fois que tu as fait la formation et tout ça, et qu'on te dit que tu es militaire, ils n'ont plus véritablement l'esprit civil. C'est pourquoi, avec un peu de recul, quand nous les voyons, on se dit, mais comment est-ce qu'ils sont en train de se comporter ainsi? C'est du fait de leur formation, c'est du fait donc qu'ils ne sont plus presque et comme nous sommes, c'est-à-dire nous civils. Maintenant, vous voulez savoir si depuis un mois, s'il n'y a pas tellement d'évolution. Moi, je ne fais pas la même lecture des choses parce que lorsque vous voyez ces militaires-là, ils ont discuté avec tout le monde. Ils ont posé le débat à un niveau vraiment national. Parce que d'abord, il y a eu des concertations régionales. Et à ce niveau, ils ont du moins un rapport, si on peut le dire, régional, au niveau donc de leur région, qui vont peut-être après donc du moins lors donc de cette concertation nationale, ils vont reverser tout cela pour qu'on ait des thèmes de référence au niveau donc sur le plan national. Et vous verrez que ces militaires-là ont presque échanger avec tout le monde, même des anciens présidents. Ils ont vu ATT, ils ont vu même Moussa Traoré. Donc, ils ont discuté avec tout le monde. Et là où je me réjouis, vous verrez que ces militaires n'ont pas dit non, l'ancien système a conduit donc le pays vers le gouffre, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Et une fois que nous, on a fait le coup d'État, donc eux, ils n'ont pas quand même droit à la parole. Non, vous verrez que la majorité présidentielle et l'opposition sont ensemble, en plus donc même des religieux et des militaires, parce que il y a souvent cette répétition de coups d'État donc au Mali. Et si il faut aujourd'hui, je suis avec ceux qui pensent qu'il faut prendre au moins assez de temps, ne serait-ce pour toucher le fond du problème, pour qu'à chaque fois, ce ne soit pas les militaires qui viennent siffler la fin. Parce que le problème est profond, même au niveau donc des militaires, ils ont tellement donc de problèmes avec l'administration, et au niveau donc des religieux, même au niveau de la diplomatie. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, les Maliens semblent ne pas être en odeur de sainteté avec les Français. Ils courent beaucoup plus dans les bras donc de la Russie. Et même c'est le seul même ambassadeur qui a pu raconter même les militaires de pour le putsch. Donc, aujourd'hui, il y a tellement donc de paramètres qui entrent en jeu. Et je veux bien, c'est pourquoi certains veulent que ce soit les militaires qui soient là, parce que ils vont conduire le processus comme ils le font d'ailleurs, parce que certains commencent à apprécier. Et il y a aussi cette réticence-là de redonner cela aux civils, parce que le civil qui est là va peut-être penser faire autre chose. Et maintenant, le problème que moi, je n'en fais pas plutôt un problème, c'est que à chaque fois, au niveau des médias, ou du moins des chaînes internationales, on dit qui va diriger la transition, qui fera ci, qui fera ça. Je vous dis que ce soit un civil ou que ce soit un militaire, il y aura une feuille de route, c'est une transition. Ils partiront de A jusqu'à Z. Donc la personne est obligée de suivre la feuille de route de la transition. Donc il ne viendra pas faire à sa tête, il n'est pas élu. Il est juste là pour coordonner les activités sur le plan national et du moins revoir peut-être s'il le faut
la Constitution revoit donc certains textes donc, au niveau du pays et conduit donc le processus vers une élection démocratique où le prochain président va prendre la relève. Mais voilà. C'est si difficile au niveau du Mali aujourd'hui. J'aimerais d'abord répondre à ta première question. Oui. Très sincèrement, pour moi, les militaires sont en train de jouer à de la diversion. Les militaires sont en train de prendre juste le temps parce qu'ils ont dit au départ qu'ils vont très vite remettre le pouvoir aux civils. Quelques jours après, plus précisément 3 jours après, ils disent « Nous voulons une transition de 3 ans ». On leur dit « Non, on peut vous donner 1 an ». Ils disent toujours « Non ». Tout ça, la rime à quoi? En réalité, c'est que les militaires veulent garder le pouvoir. C'est vrai qu'il y a des problèmes profonds dans la gouvernance au Mali. C'est ça qui donne les multiples coups d'État qu'on a depuis les indépendances en 60 jusqu'à aujourd'hui, au moins 4 coups d'État dans le même pays. C'est trop. Je dis, malgré ces problèmes-là, les Maliens peuvent toujours trouver une solution. Mais ce n'est pas par un coup d'État. Moi, je suis foncièrement contre cette manière de faire, de prendre le pouvoir par les armes. Maintenant, vous avez dit que le peuple demande qu'un régime quitte. Mais quand vous venez prendre, c'est que tout de suite, il faut faire selon ce qui se trouve dans la constitution malienne. Il faut respecter tout simplement la loi. Et respecter la loi veut dire tout simplement, nous sommes en démocratie, on ne veut plus de militaires à la tête du pays. Et donc, remettez le pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que le contrôle de l'État vous échappe totalement. Vous pourrez toujours continuer à travailler avec les civils. Mais la façon dont les choses se passent aujourd'hui, je le dis clairement, ce n'est pas une question de la CEDEAO qui impose quoi que ce soit, ce n'est pas une question de l'extérieur, de l'Occident qui impose quoi que ce soit, mais c'est une question de volonté politique. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, il faut comprendre que le peuple malien est en train de souffrir actuellement. Pendant le mois qu'ils viennent de faire, vous avez suivi l'actualité, c'est encore des Maliens qui sont tués, c'est des Maliens qui sont volés, pillés, etc. Il faut qu'on arrête tout ça. On parle de civils à la tête du pays et il y a toujours le djihadisme. Les militaires arrivent, il y a encore le djihadisme. Ça veut dire que ce problème-là, ça doit être résolu au plus haut niveau. Et donc, je ne suis pas contre cette concertation, mais que cette concertation-là aboutisse à quelque chose qui va permettre aux civils de reprendre le pouvoir. Puisque la constitution malienne n'établit nulle part que quand il y a coup d'État, voilà qui peut prendre le pouvoir. Maintenant, il faut qu'ensemble, ils trouvent les moyens, les voies et moyens pour rétablir l'état de droit, l'état démocratique qu'ils veulent construire au Mali. Alors, la particularité peut-être de ce coup d'État qui a été perpétré le 18 août dernier, c'est que la Constitution n'a pas été suspendue, comme dans la plupart des coups d'État. On a un pays régi par une Constitution, les militaires sont dans une logique de rester, ce qui est contraire à la Constitution. Non, vous savez, j'ai cru entendre le président Ibeka dissoudre l'Assemblée, n'est-ce pas? Oui, il a dissous l'Assemblée. Oui, je ne maîtrise pas trop, en fait, la relève lorsque le président n'est pas là. Bon, comme au Togo, on sait que lorsque le président de l'Assemblée... D'ailleurs, les gens ont trouvé un peu illégal l'acte que Ibeka a posé parce qu'il a dit « je démissionne ». Et cela entraîne des effets de droit. Alors que sa démission n'entraîne pas la dissolution du Parlement. Soit il dissout le Parlement en tant que président de la République avant de démissionner,
soit il démissionne et il n'est plus en mesure de dissoudre le Parlement. Oui, mais justement, Non, mais c'est Ibeka justement qui parce le dit. que, Donc, au fait, le problème né de l'élection législative a emporté même le président de l'Assemblée nationale. Justement. Donc, à aujourd'hui, partir de ce moment, l'Assemblée l'Assemblée n'existe plus, est quasiment inexistante. Or, si on doit quand même suivre du moins le processus démocratique normal, normalement, ce devait être le président de l'Assemblée nationale qui devait remplacer Ibeka. Or, vous verrez qu'aujourd'hui, cette personnalité n'est pas là. Et nous sommes également dans une période d'exception parce que nous sortons d'un coup d'État. Et nulle part aussi dans la Constitution, il n'est pas dit que dès qu'il y aura un coup d'État, qu'on remette le pouvoir civil. Donc aujourd'hui, comprenez qu'il y a un processus, nous sommes presque dans un état d'exception et c'est les militaires qui ont quand même pris ce risque-là de faire un coup d'État. Donc ils veulent assumer le processus. Maintenant, et leur fait peut-être ce procès d'intention en disant que oui, ils veulent rester au pouvoir. Non, moi je ne vois pas les choses de cette manière parce que je me dis que c'est ça. Non, c'est au vu de leur déclaration. Non, oui, dans le premier cas, ils ont dit, vous savez qu'en politique, les militaires, une fois, parce que maintenant, s'ils sont sur le théâtre politique, en politique, lorsque vous venez, il y a souvent ce qu'on appelle la surenchère. Ils mettent la barre haut, ne serait-ce que pour trouver du moins le juste milieu. Peut-être que ces militaires voudraient peut-être faire juste une année ou 2 ans. On leur a proposé. On leur a proposé 1 an. Justement. Et là, ils ont dit non. Ils ont dit non. Justement, parce que et quand on parle donc de remettre les choses à l'endroit en matière donc politique, 1 an, c'est peu. 1 an, c'est peu parce que il faut revoir les tests. Il faut créer une commission. Il y a tellement de choses à faire avant d'aller aux élections. Mais le mal donc de la CEDEAO, c'est que à chaque fois qu'il y a crise, on dit non. Il faut faire aller aux élections. Les gens vont aux élections quelques mois après ou 2 ans après. Et il y a encore blocage et c'est l'armée qui reviendra encore peut-être remettre les choses à l'endroit. Donc l'armée ne veut plus jouer ce rôle-là. C'est pourquoi ils disent que oui, donnez-nous le temps, il y a un processus, nous allons voir les choses. C'est pourquoi ils ont même élargi le débat au niveau régional. Ils ne se sont pas uniquement cantonnés et au niveau donc du moins de la capitale, Bamako, oui, on a fait un coup d'État, Ibeka ne fait pas bien, on va faire les élections. Non, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a même l'accord d'Algérie. Ouais, l'accord d'Algérie. Il y a tout ça là qui fragilise du moins le pouvoir de Ibeka parce que à un moment donné aussi, Ibeka aussi ne veut pas respecter tellement cet accord. Et dans le Nord, il y a aussi ces groupes-là qui sévissent. Ouais, donc, pour éviter tous ces problèmes-là, ils disent que non. Donnons le temps, donc, à ces militaires. Si nous sommes en démocratie, si du moins les politiques maliens veulent que ce soit un militaire qui dirige la transition, oui, le militaire ne viendra pas faire ce qu'il ne passe pas la tête. Il va suivre le processus de la transition. Il va suivre la feuille de route. Ce sera la même chose donc, pour le civil. Donc, donnons le temps aux Maliens donc, de penser leur plaie et après, il n'aura plus de coup d'État. Malheureusement, le Mali a ratifié beaucoup de tests, soit des tests sous-régionaux, soit des tests internationaux. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez comme mode de gouvernance la démocratie, je pense qu'il faut respecter les tests que le pays a ratifiés. En ce sens, quand la CEDEAO demande, mais ça s'est passé partout. Mais après, parce que moi je dis, il faut voir clairement ce qui se passe avec le peuple malien qui est en train de souffrir depuis ce coup d'État. Sérieusement. Vous savez, les gens ont leurs marchandises bloquées au port de Lomé parce qu'ils ne peuvent plus desservir leur pays. Même à l'interne, il y a surtout les éleveurs qui ne peuvent plus envoyer leurs bêtes. Mais justement, tout ça, quand vous voyez ça, il faut se presser. J'apprécie cette concertation, mais je dis que cette concertation-là permette d'asseoir un nouveau régime civil que les militaires pourront aider à terminer la transition. Juste 2 mots. Maintenant, le fait de dire que les Maliens souffrent, d'accord.
mais ce ne sont pas les militaires qui ont décidé que ces Maliens la souffrent. C'est la CEDEAO Oui, qui mais a dit non, que non, la non, non, CEDEAO non, lié non, par non, des voilà. protocoles, justement. Non, justement, parce que même si cette CEDEAO même est une plaie, je crois qu'on aura le temps donc de revenir sur la CEDEAO, Non. parce que Non, les gens ont peur Tu sais- que, du moins, le virus malien ne puisse pas peut-être est devenu une pandémie au niveau donc de la CEDEAO. Donc, il court et il se part au plus pressé. Alors, Benny, est-ce qu'on il y a parle de la un CEDEAO, truc, hein? il y a un truc que je voudrais relever un peu. Vous savez, ce que fait la CEDEAO aujourd'hui permet d'éviter beaucoup de coups d'État dans la sous-région. En ce sens que nous tous, nous sommes allés vers la démocratisation de nos pays. Imaginez que nous sortons des partis uniques qui ont toujours gouverné avec une armée qui soutient ces partis-là et on fait des élections, quelqu'un d'autre arrive au pouvoir. Mais les militaires peuvent dire non, celui-là, il ne nous sert pas, donc on peut l'enlever. Mais cette situation-là, ça ne peut pas permettre le développement de nos pays. Je crois que la CEDEAO doit être toujours là, le gendarme derrière nos États, pour que nous puissions mieux fonctionner pour le développement. Mais le bel exemple devait être aussi donné par la CEDEAO elle-même. Oui, hein, mais parce que oui. puisque déjà, nous parlons à de la quel CEDEAO, niveau? À quel niveau? puisque nous justement, parlons de- si vous puisque- permettez, à quel niveau? C'est au niveau donc de ce virus donc de troisième mandat qui crée une stabilité au niveau de la sous-région. Et vous tu verrez sais- que tu sais- aujourd'hui, tu sais- même au sein de la CEDEAO, il y a des voix qui s'élèvent même contre déjà ce troisième Ouais, mandat. Mamadou Bouhari l'a ouais. dit, le président Bissau-Guinéen l'a dit, parce que tout cela crée une instabilité au niveau de la sous-région. il faut Or, aller- ce sont les mêmes qui violent allègrement du moins la Constitution ou qui deviennent donc des prédateurs contre la démocratie. Ce sont les mêmes qui veulent donner des leçons ailleurs. Je voudrais répondre rapidement. Ouais. Mais le troisième mandat, est-ce que c'est une prédation de la démocratie? Ah oui, si. Mais lorsque nous faisons des tests, que nous pourrons à tout moment faire évoluer, changer, et que ça se fait, mais où est le problème? C'est la démocratie. Mais nous sommes en démocratie, justement. tu sais le On peut bémol, changer, tu on sais- peut tu toucher. sais la nuance. C'est la constitution, nuance, les c'est gens que- tirent de ces changements. la C'est nuance, toujours, c'est ça, le c'est toujours les politiques qui nous envoient sur ce terrain. C'est toujours les Et politiques. justement, c'est eux aussi qui sont sur ce terrain. Parce que, vous voyez, Nous- au niveau de la Constitution, oui, la Constitution est susceptible donc d'être modifiée Oui, à tout moment. Mais Oui. sauf que il faudrait pas qu'on en fasse donc une Constitution personnalisée. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant au niveau de la sous-région. Alors, moi, je voudrais rester sur la question de la CEDEAO. CEDEAO, hein. oui. Il y a le colonel Assimi Goïta qui, dans son discours à l'ouverture des 3 jours de consultation, a dit que les choses vont se faire dans le strict respect de la volonté du peuple malien. Est-ce que ça, ce n'est pas une manière de dire à la CEDEAO, votre injonction de rendre le pouvoir le 15 septembre, c'est aux Maliens d'en décider finalement? voilà. Ah oui, mais c'est clair. Parce que c'est les Maliens qui Mais vont de voter toutes plus les tard. façons, c'est pour ça que j'apprécie cette concertation. Cette concertation va nous faire voir beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce que réellement les Maliens veulent pour leur pays. Mais maintenant, ce qui est sûr, tant que les militaires resteront, le peuple malien souffrira par rapport aux instances internationales. C'est ce que je dis. Je dis, cette façon de faire les choses, je pense que ça peut nous aider tous. La concertation, tout le monde vient dire, voilà ce que moi je pense, voilà les groupes organisés, les partis politiques, la société civile, tout le monde aura quand même son mot à dire. Et je pense que c'est de cette manière qu'on pourra trouver une solution globale à la situation actuelle. Mais il ne faut pas que les militaires s'éternisent au pouvoir. C'est tout. Est-ce que les Maliens eux-mêmes sont prêts à payer ce prix-là? C'est-à-dire, la CEDEAO a été très claire. Vous rendez la transition aux civils. Président civil, Premier ministre civil, aucune autre instance ne doit être au-dessus de ceux-là. Et on sait le poids de la CEDEAO aujourd'hui. Les Maliens sont-ils prêts, ceux qui disent que les militaires peuvent conduire, c'est-à-dire à payer le prix, les conséquences qui vont découler? Non, lorsque vous me demandez s'ils sont prêts à payer le prix, les Maliens n'ont pas demandé la situation qui est là. Et
Et je peux même répondre en une seule phrase et je mettais le Mali, c'est un État souverain. Le peuple malien, c'est un peuple souverain. La notion de souveraineté est relative quand on accepte entrer dans... Je vais vous dire c'est ce que les Maliens subissent aujourd'hui, c'est parce que c'est pas la volonté de la CEDEAO. Et vous avez vu que même lors de la sanction qui est prise contre ce peuple-là, il y a certains dirigeants qui n'étaient pas d'accord. En l'occurrence, le dirigeant béninois, Patrice Talon, qui n'était pas pour cette sanction-là. Parce que, en disant que nous allons, en demandant aux États de fermer les frontières, tout ça, mais c'est le peuple qui va en payer le prix. C'est le peuple malien qui va souffrir. C'est ça l'objectif aussi, parce qu'on agit sur le peuple pour que les dirigeants puissent s'exécuter. Et c'est cynique. Lorsque vous voulez, on peut prendre des sanctions ciblées. On peut prendre des sanctions ciblées contre peut-être les militaires et tout ça. Maintenant, en le faisant, vous voulez faire souffrir le peuple là. Pour faire quoi? Pour se rebeller contre les militaires? Or, c'est le même peuple qui a acclamé les militaires. Donc, ça veut dire que tout ce que la CEDEAO dit, c'est comme si c'est de l'eau versée sur le dos d'un canard et cela ne va rien apporter. Maintenant, à un moment donné, ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous sommes même prêts à intervenir militairement. Qui le dit? C'est le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, parce que quelque part, il a peur, vu la situation politique dans son pays. Maintenant, lorsque vous voyez tout cela, vous vous demandez, et finalement, que fait la CEDEAO? Il y a un coup d'État. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Donc, donnons le temps à ces militaires-là. Et je dis que il y a des politiques. Si les politiques décident aujourd'hui que ce soit les militaires qui conduisent la CEDEAO et s'ils votent ça dans leur pays, la CEDEAO vient leur dire non, ce que vous avez fait, c'est aussi le sentiment que les militaires manipulent un peu le jeu. On a déjà commencé par voir, je pense, un mouvement M4, mouvement du 4 septembre, qui demande que les militaires restent au pouvoir. Et même au sein du M5, il y a déjà des voix dissonantes qui demandent que les militaires restent. C'est comme ils jouent en eau trouble, ils manipulent un peu les pions. Ces militaires-là ne manipulent personne, sauf que peut-être que c'est leur manière de travailler qui plaît dans vos peuples. Qu'est-ce que tu en sais? Ce que je vois. Déjà sur le terrain politique, je pense qu'ils ont raison. Hein. Du moment où ils veulent garder le pouvoir, ils vont organiser des groupes pour demander qu'ils restent. Ce ne sont pas les premiers. Mais sauf qu'il y a eu des situations. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand une telle situation s'était présentée chez nous, on avait applaudi la CEDEAO d'avoir demandé à quelqu'un de laisser le pouvoir et de passer par les élections pour avoir le pouvoir. Mais quand ça se passe ailleurs, on dit non, la CEDEAO ne devait pas faire ci, ne devait pas faire ça. Non, je pense que fondamentalement, ce qui se passe aujourd'hui au Mali doit servir de leçon à tout le monde dans la sous-région. Je me dis toujours que lorsque nous avons un gendarme aussi fort que la CEDEAO, quand Alassane Ouattara dit nous irons même jusqu'à envoyer des militaires pour déloger les militaires maliens, je crois que il ne faut pas prendre ça pour de la blague. Parce que si les militaires s'entêtent à rester au pouvoir, le peuple malien souffrirait encore plus. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus par rapport à ce que je vois. Sylvestre, il faut faire un tour au port autonome de Lomé pour voir le nombre. Mais c'est la CEDEAO qui l'a voulu. Oui, mais la CEDEAO l'a voulu pour. Mais la CEDEAO peut utiliser d'autres moyens pour punir ces militaires-là si réellement c'était leur cible. Non. Mais ce que moi je dis, vous avez vu cette CEDEAO que vous appelez gendarmes. Moi, cette CEDEAO, même si les gendarmes, peut-être que c'est un gendarme tétraplégique. Parce que, oui, c'est un gendarme hémiplégique ou tétraplégique. Il faut trouver des cas. Parce que cette CEDEAO, si nous prenons du moins la manière dont il a géré la crise togolaise, puisque vous avez tout à l'heure fait allusion, vous avez, il y a une crise qui est là, une crise aussi profonde que nous vivons tous les jours au Togo. Ils sont venus, ils disent non, il y a une feuille de route, allez aux élections, et dans la précipitation, nous sommes allés aux élections, et actuellement, nous sommes encore dans une situation. Non, je parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. C'est de 2005. Je parle de 2005. Ben justement, et en 2005, la CEDEAO est encore, et du moins, cette organisation qui est peut-être souffle du terme, bon, je veux pas dire, mais bon, je suis obligé de le dire, qui a fait du bordel au Togo. Parce que vous vous rappelez, le ministre
le ministre en charge des élections à l'époque au Togo en 2005, c'est-à-dire le chef d'escadron Akile Essoboko, à un moment donné, a rassemblé les diplomates, dit la manière dont le scrutin, si nous persistons à aller à ce scrutin du 25 avril, nous risquons donc d'aller à un bain de sang. Mais qu'est-ce que la dame qui était à l'époque au niveau de la CEDEAO, Aïchatou Daoudou, elle avait traité Akile Essoboko donc de tous les noms. Et même elle a même prononcé une phrase que Akile Essoboko était un irresponsable. Et après, nous sommes allés aux élections, nous sommes revenus avec un trophée qui chouette du sang, 400 à 500 personnes tuées. Oui. Et à l'époque, même l'actuel représentant donc de l'ONU au niveau donc de la sous-région, au niveau de l'Afrique, je vais parler donc de Ibn Shabazz, était à côté de cette dame-là qui avait traité Akile Essoboko à l'époque donc d'irresponsable. Après, nous sommes allés aux élections et nous avons vu ce que ça a donné. On aurait dû peut-être écouter plus le peuple, obtempérer, prendre assez de temps, donc pour du moins penser les blessures. Le peuple n'avait rien dit. Oui, non, le peuple était dans la rue. Et à l'époque, figurez-vous, vous avez vu Monseigneur Philippe Podzo, qui aujourd'hui est encore au niveau de la dynamique, avec quand même rassemblé des avocats. Ils avaient marché, ils sont allés voir donc le président intérimaire à l'époque, et Abbas Bonfo. Ils leur ont dit, monsieur, arrêtez le processus, sinon la manière dont vous conduisez le processus, nous risquons d'aller vers un bain de sang. Finalement, nous avons eu ce bain de sang-là. Donc c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, il faut tempérer, calmer les ardeurs et le faire. La CEDEAO dit tout simplement, il y a un délai constitutionnel qu'il faut respecter. Et c'est ce qui a été fait. Ouattara n'a pas respecté cela en Côte d'Ivoire. Comment ça? La Constitution. Il a modifié. Oui, il a modifié. Je parle de délai constitutionnel par rapport à l'élection qui devait s'organiser le 24 avril 2005. Je parle de ça. Mais est-ce que ça a été respecté ou pas? C'est ce que la CEDEAO a demandé. Demander aux gens de respecter un délai constitutionnel, c'est leur créer des problèmes. Je ne vois pas. Oui, mais pourquoi? Écoute, il y avait les antécédents, c'est quoi? Un chef d'État... Il s'est autoproclamé, nommé pas des militaires. Non. Nous parlons du Togo. Il y a un chef d'État qui a été nommé par les militaires. Il y a eu des problèmes. Il y a eu quand même des choses au niveau de l'Assemblée nationale avant que cette proclamation-là... Oui, on a modifié. C'est de bonne guerre. C'est aussi anticonstitutionnel. C'est de bonne guerre. On va aller à la grande pause maintenant et on revient après le journal.